rapidement, le 31 juillet 54. Et là, vous demandez une chose à vos parents, d'avoir plutôt des amis à votre mariage que de la famille. Ben oui, parce qu'on est jeune et on n'a pas envie de voir les vieilles tantes et les vieux oncles. Qui gentiment nous donnent quand même un peu d'argent parce qu'on a annoncé à tout le monde qu'on partait et qu'on partait très loin puisqu'on s'en allait en Éthiopie et qu'il n'était pas question de partir avec une lampe ou un fer à repasser, qu'on se procurerait ça ailleurs. Et chacun a mis la main à la poche et nous ont donné des sommes d'argent qu'on a accumulées pour notre beau voyage. J'aimerais savoir, votre beau-père, parce que j'ai bien ri en le lisant, l'argent qu'il vous donne a été acquis comment? Aux courses à Bluebonnet, mon beau-père était un joyeux... je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup parce qu'un, il croyait pas en Dieu, il croyait au plaisir, il croyait au rire, il récitait des textes littéraires par cœur. Il était très cultivé et très joueur. Et je pense qu'il a gagné 2 fois la loterie nationale. Donc, il a été millionnaire 2 fois, il l'a perdu aussi. Comme tous les joueurs qui gagnent beaucoup, perdent beaucoup. Mais la veille de notre mariage, il était allé à Bluebonnet et il a misé. Et il est revenu avec pas mal d'argent qu'il nous a donné pour le voyage. C'est ce que tout beau-père devrait faire. Avis aux intéressés. Alors, vous êtes père, votre femme et vous, bien sûr, d'Alain, oui. Votre fils, né en Éthiopie, oui. De votre fille, Sylvie, née à Montréal. Votre fils a eu 2 filles, votre fille... Et ma fille, 2 garçons, oui. C'est quand même pas mal, mais vous êtes aussi arrière-grand-père. Quelle importance a la famille dans votre vie? Parce qu'à vous lire, je pense que c'est central. Dès le départ, je voulais créer une famille. Je voulais... ne serait-ce que pour avoir le plaisir de partager la vie, les idées, c'était important. Et c'était important pour ma femme aussi. On n'a pas eu beaucoup d'enfants. 2 enfants, à ce moment-là, c'était un peu la norme. La plupart des gens en avaient peut-être 3, 2 et demi, comme on dit. Et on regrette encore aujourd'hui de ne pas en avoir plus. Mais ce que l'on gagnait et ce que l'on pouvait gagner comme elle comme enseignante ou moi comme enseignant, c'était déjà pas mal. Oui. Alors, on parle de votre fille. Il y a une anecdote savoureuse dans le livre. Elle vous menace presque parce que vous fumiez à l'époque, Jacques Godbout, 2 paquets de gauloises par jour. En enlevant les filtres, si par hasard, les paquets qui m'avaient été remis avaient des filtres. Non, oui, je fumais beaucoup. Énormément, j'étais très désagréable, je devais avoir des odeurs de cendrier sûrement. Ma fille m'a entrepris, elle avait 10 ans la première fois, elle s'est mise à déposer tous les matins sur ma table, et ça devait être, dans les écoles, on devait commencer à faire une lutte contre la cigarette, et tout ce qu'elle pouvait découvrir de poumons abîmés, photographiés, se retrouvait à côté de la tasse de café. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 12 ans, elle comprenne sa force, c'est-à-dire qu'elle dise « Bon, papa, tu arrêtes ou je commence ». Et comme je suis devant une fillette, petite blonde, dont je me dis « Si elle se met à fumer maintenant, ça va être horrible », j'arrête et je lui dis « C'est du chantage ». Elle dit « Oui, je sais, c'est du chantage ». Elle connaissait le mot et la chose. Et là, bon, alors elle m'a eu. Oui, mais elle vous a eu une 2e fois aussi parce que c'est grâce à elle que vous êtes mis à un moment donné à l'ordinateur. Elle m'a pas fait chanter. Pour l'ordinateur, c'était pas un chantage autant qu'un travail de persuasion, ne serait-ce que parce que je ne voyais pas l'intérêt de dactylographier mes propres textes. Je prétendais que je créais des emplois. D'ailleurs, j'en créais, puisqu'avec tout ce que j'écrivais, et il y avait toujours 1 ou 2 femmes qui tapaient ces textes-là en 3 ou 4 copies, que je payais bien. Je créais des emplois. Je me considérais comme un entrepreneur. Mais quand elle m'a montré à quel point c'était facile de reprendre des textes, de les corriger, de transformer les choses avec l'ordinateur, j'ai admis qu'elle avait raison.
Alors, votre premier cachet d'écrivain, vous avez peut-être travaillé au snack-bar à l'Oratoire Saint-Joseph, mais dans quel contexte est-ce que c'est fait? Vous étiez à la Société de Radio-Canada, vous proposez quelque chose? Non, c'est-à-dire qu'il y avait une émission. L'émission, à l'époque, l'émission la plus populaire et la plus importante à la radio, puisqu'il n'y avait pas de télévision, c'était les nouveautés dramatiques, une émission que Guy Beaune réalisait à la radio de Radio-Canada, Radio-Collège. Et il y avait un concours annuel où on soumettait des textes, espérant que l'un de ces textes puisse être diffusé, ce qui m'est arrivé. J'ai soumis un texte, La toile d'araignée, qui a été diffusé. C'était mon premier cachet. Et ce premier cachet m'a laissé entendre que peut-être, effectivement, on pourrait faire des sous avec l'écriture, mais étant parti en même temps, plus ou moins, là, je suis parti en Éthiopie. J'avais pas beaucoup de clients à qui vendre des émissions. J'en ai envoyé à Radio-Canada par la poste, mais j'ai jamais eu de... Est-ce que certains textes ont été pris? Peut-être que oui, mais c'était trop loin. C'était vraiment... Vous n'avez pas d'idée à quel point Addis Abeba, en 1954, était loin de Montréal. Il n'y avait pas de téléphone. La poste mettait 3-4 semaines au bas mot. Et encore. Mais qu'est-ce qui vous a amené en Éthiopie? Ça aurait pu être ailleurs, mais comme je travaillais pour le journal Le Carabin, qui était le journal de l'université, et que le directeur m'avait envoyé faire une entrevue avec l'empereur Haïlé Sélassié de passage à Montréal, qui était venu chercher des appuis, de l'argent et différentes choses. Je l'ai interviewé, je lui ai demandé à quoi ressemblait son pays. Il m'a dit « venez voir ». Alors, je suis allé voir. On le savait que vous étiez curieux. Vous êtes resté en Éthiopie 2 ans. 3 ans. 3 ans, on vous a engagé comme professeur et vous dites que vous n'aimez pas enseigner. Je ne savais pas, moi, tant que je n'avais pas enseigné. Je ne pouvais pas savoir. D'une part, je n'aime pas enseigner. D'autre part, je ne sais pas enseigner. Ça, j'ai découvert ça, hélas, sur le dos des étudiants. Bien que la première année, j'ai enseigné la philo. Et je pense que j'étais pas mal. J'avais devant moi des coptes, des musulmans, des animistes, et puis on discutait de philosophie et de religion, et c'était assez intéressant. Mais quand les jésuites se sont rendus compte que je ne suivais pas la morale chrétienne, ou disons le discours chrétien, on m'a suggéré de prendre un autre domaine, qui était le domaine de la langue française. Et autant j'aime écrire, lire et parler français, autant je suis nul pour enseigner cette langue. C'est complexe à apprendre. Ma femme est un génie de l'enseignement. Moi, je suis une nouille. Bon, je pense que vous exagérez un petit peu, mais enfin bon. Parlez-en à mes élèves. Quel est le plus beau souvenir que vous avez gardé de l'Éthiopie, à part bien sûr la naissance de votre fils? C'est plein de... Il n'y a pas un souvenir plus beau que l'autre, c'est plein de souvenirs. Il ne faut pas oublier, j'avais 20 ans, et à 20 ans, on découvre le monde. Et comme ce monde ne ressemblait absolument pas à celui que j'avais connu, c'était d'autant plus enrichissant, d'autant plus étonnant. La vie auprès, disons, tous les Occidentaux qui étaient là, les Polonais, des réfugiés polonais, des Américains pasteurs, des pasteurs américains, des Français de l'ambassade ou du centre culturel ou du lycée, des Anglais qui avaient des hôpitaux. Tous ces gens-là étaient des gens que nous fréquentions. C'était tous des plus ou moins diplomates ou associés. Et comme on était en Afrique, et que vous savez aussi bien que moi que la grande richesse en Afrique, c'est les serviteurs, on n'a pas besoin de payer très cher pour avoir des gens pour s'occuper de ces choses-là. Donc, il y avait beaucoup de réceptions, beaucoup d'échanges de gens. On recevait et on savait qu'on n'avait pas à laver la vaisselle après le départ des amis. Donc, il y avait une vie sociale énorme, continue, d'un côté.
Et de l'autre côté, les indigènes, les Éthiopiens, qui représentaient quand même quelque chose d'intriguant. Il y avait des tribus différentes, des façons d'être et de parler et de manger différentes. Il y avait des Italiens qui étaient restés en Éthiopie après la guerre et qui représentaient une communauté intéressante de petits marchands de tout ordre, boulangers, bouchers. Il y avait des Arméniens. C'était le monde entier qui se retrouvait dans une petite ville. C'était au cœur de l'Afrique. C'était des saisons auxquelles on n'est pas habitué. La saison des pluies, c'est des pluies qui tombent et qui tombent et qui tombent pendant des mois. Je sais pas, moi, j'ai pas un souvenir, j'en ai 1000. Êtes-vous retourné en Éthiopie? Non, je ne suis pas retourné. D'abord parce que l'Éthiopie a beaucoup changé. Là, en ce moment, ce sont les Chinois qui s'y installent. Alors, comme ailleurs en Afrique peut-être, mais en tout cas. Alors, Jacques Godbout, tout genre littéraire confondu, vous avez publié 33 livres, tourné 32 documentaires, incluant les courts et les longs métrages de fiction. Vous êtes un homme qui n'avait pas beaucoup chômé. Un bourreau de travail? Non, disons que peut-être un peu trop actif, peut-être trop curieux, mais aussi les situations, les occasions se présentaient et puis j'ai plongé, c'est tout. J'ai jamais eu l'impression, je vais être franc avec vous, j'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé. Une chance? Oui. Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez travaillé? Ça aurait été épouvantable. Tout à l'heure, brièvement, vous nous avez dit que vous êtes revenu à Montréal au bon moment. Oui. C'est en 58. Oui. Pour quelle raison exactement? C'était le bon moment parce que, d'abord, je pense que l'Union nationale commençait à avoir du plomb dans l'aile. Duplessis était toujours vivant, mais on sentait un peu partout un besoin de liberté, d'affirmation. Mais le deuxième soir de notre arrivée, je me souviens que nous sommes allés avec Gilles Constantino, qui était un ami poète, dans des clubs de nuit où Jacques Normand, Filiatro, Berval et compagnie faisaient des sketchs extraordinaires, drôles, vivants. Il y avait des chansonniers. C'était un monde qui ressemblait tellement peu à celui que nous avions connu avant notre départ. C'était comme s'il y avait un début d'explosion, comme si des mèches s'allumaient. Alors ça a été le bon moment parce que dans les années qui ont suivi, les 2, 3, 4 années qui ont suivi, ça a explosé. Et il y a eu, les poètes, par exemple, ceux qu'on appelle les poètes du pays, là, tous ceux qui ont... mais il y avait d'un côté les poètes qui s'adressaient, comme d'habitude, aux autres poètes, mais il y avait aussi des gens comme Raymond Lévesque, il y avait des chansons. Écrire une chanson comme à Rosemont sous la pluie, c'est-à-dire utiliser ces termes pour décrire un lieu qui nous appartenait, mais en faire l'équivalent de ce que les quartiers de Paris avaient été dans les chansons françaises qui nous avaient nourris, tout ça était un changement, une appropriation du monde tellement nouvelle, tellement belle, qu'il aurait été dommage de ne pas arriver à ce moment-là. Vous parlez de chansons, vous qui avez beaucoup écrit, à moins que je ne me trompe, vous n'avez jamais écrit pour la chanson. Si j'ai écrit des chansons dans les films, toutes les chansons d'X13 sont mes chansons. C'est vrai. Et il y a des films pour lesquels j'ai écrit des chansons. Je vais m'y remettre. J'ai une lacune. Oui, il va falloir. Oui, Il y a un disque des chansons d'X13, si vous voulez. Alors, l'Office national du film entre dans votre vie à ce moment-là, parce qu'il cherche un traducteur pour réaliser... En fait, c'est moi qui entre dans la vie de l'Office du film. Oui, allons-y comme ça. Nous sommes un groupe d'écrivains, d'intellectuels qui voulons fonder une revue littéraire. Et parmi les gens qui sont là, il y a André Bello. Et André Bello, à ce moment-là, travaille aux ressources humaines, comme on dit, à l'Office national du film. Et un soir, pendant la réunion, on mentionne que si quelqu'un voulait se proposer pour traduire en français les films anglais, enfin les commentaires qui accompagnent les films, il y a un poste d'ouvert. Alors nous sommes 5-6 qui avons tout à coup l'intention de, oui, pourquoi pas. Moi, moins que les autres, parce que j'ai un emploi comme à la fois traducteur et rédacteur en publicité à Montréal, rue Sherbrooke. L'idée d'aller dans un édifice de la côte de Liesse, c'est loin.
c'est poussiéreux, l'autoroute n'existe pas. J'y vais quand même. Mais probablement, un peu comme ces femmes qui se font séduire et attraper parce qu'elles font semblant de ne pas vouloir, je me suis fait attraper parce que j'avais pas envie, puis on m'a choisi peut-être parce que j'avais l'air un peu distant, mais aussi parce que j'avais publié un recueil de poèmes à Paris déjà, parce que je parlais l'anglais, parce que j'avais voyagé, et tout ça pouvait être utile dans le travail que l'on proposait. Donc j'ai accepté, après avoir vu un film de l'Office du film au cinéma, qui m'a convaincu qu'il fallait que j'y aille. Et ça a été l'une des décisions les plus enrichissantes que j'ai pu prendre, parce que finalement, j'y suis resté très longtemps. Oui, très longtemps. C'est fini maintenant? Eh bien oui. Vous n'y retournez plus du tout? Non, j'ai fini. Fini les films, fini le cinéma. Et la liberté? Alors, Liberté, cette revue culturelle mise sur pied en 59, vous y êtes resté aussi 37 ans. Et en 96, vous décidez, c'est assez. C'est assez parce qu'en 96, le directeur de la revue, Pierre Turgeon, laisse passer un article où l'on me traîne dans la boue, me faisant le procès de ne pas être un patriote, puisque mes personnages ne choisissent pas dans mes romans de faire l'indépendance le lendemain matin. Je trouve ça tellement malhonnête et malheureux que je signale à Turgeon que c'est fini, je ne veux plus travailler à Liberté. Il aurait pu au moins me donner l'occasion de répondre, mais il ne me l'a pas fait. Alors je coupe les ponts, mais je pense qu'on est quelques-uns à les avoir coupés. Quelques années plus tard, François Ricard coupe les ponts aussi avec Liberté pour des raisons à peu près semblable, un procès qu'on lui fait sur ses textes. C'est peut-être normal, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est arrivé après plusieurs années, donc. Cette revue est encore publiée 4 fois par année. Oui, on me dit que maintenant, ce sont 2 jeunes femmes qui viennent d'en prendre la tête. Je leur souhaite beaucoup de plaisir. Oui. Alors, il y a un tournage dramatique de 30 minutes qui se fait pour la télévision. La femme au travail hors du foyer. Vous travaillez avec Pauline Julien. Oui. Et là, est-ce que j'ai bien lu, c'est vous qui présentez Pauline Julien à Gérald Godin? Oui, accidentellement, parce que je suis en train de tourner avec Pauline chez elle. Et Gérald, que j'ai convaincu de quitter Trois-Rivières pour venir faire un tour à Montréal quand même, parce qu'il est journaliste là-bas au Nouvelliste. J'ai dit, il est temps que tu sortes du village. Il arrive au tournage et je lui présente Pauline et puis ça fait clic, un coup de foudre. Si vous n'aviez pas fait de documentaire ou de film, est-ce que votre écriture littéraire aurait été la même? Non. Si j'avais été franciscain, mon écriture littéraire aurait été autre chose. Si j'avais été journaliste, j'aurais probablement inséré beaucoup plus d'anecdotes ou de faits divers. Donc le fait de faire des films de fiction, c'est déjà d'être dans le roman. Le fait de faire des documentaires, c'est une carte de visite qui vous permet d'entrer dans tous les milieux. Vous pouvez un jour aller un matin avoir une rencontre avec un banquier et puis le lendemain avec un gangster. Ni l'un ni l'autre ne savent que vous avez vu les deux, mais vous, ça a été votre carte de visite. La caméra intéresse les gens, ils sont prêts à se raconter. Donc ça influence votre écriture et comme vos voyages, comme tout ce qui vous entoure. Alors le 28 avril 67, Exposition universelle de Montréal arrive à grands pas, mais en 66, on vous offre un contrat. Oui. Quel est-il, ce contrat-là? On veut que je scénarise le contenu d'un pavillon thématique. Donc, on me demande de scénariser L'homme dans la cité, à partir de quelques textes plus ou moins abstraits qu'il faut adapter. Je ne cesse de voyager de Montréal à Toronto. On se retrouve avec différents spécialistes pour nourrir, semble-t-il, le dit pavillon. En fait, ce que je fais, c'est rédiger des petits poèmes et que le designer, lui, transformera en objet d'exposition. Mais vous avez aussi invité des gens à scénariser le tout avec vous. Il y avait un spectacle qu'il fallait concevoir et je ne me voyais pas inventer à moi tout seul un spectacle pour ce pavillon. J'ai donc demandé à Languirand, Buissonneau et Karl, que je connaissais,
comme camarades, et on est partis tous les 4 à Québec et on a passé 3 jours à brainstormer jusqu'à ce qu'on invente une espèce de spectacle audiovisuel. Alors, grâce à cet argent gagné, j'ai pu m'acheter une petite maison à Outremont, et donc j'y reste depuis 1967, avant l'existence même de la bibliothèque dans laquelle nous sommes. Exactement. Le 21 mars 1977, la création de l'Union des écrivains québécois. Vous en êtes l'un des fondateurs et le premier président. Ça doit sûrement être l'une de vos fiertés. À l'époque, c'est une proposition que j'ai faite. On avait une rencontre internationale. On n'avait rien, aucune façon de recevoir d'abord les écrivains de passage ou étrangers. On se faisait, pas moi parce que j'ai été publié en France, mais mes camarades se faisaient avoir dans leurs droits d'auteur par des éditeurs plus ou moins honnêtes. Et rapidement, ça s'est monté. J'y ai consacré 1 an et demi, 2 ans à ce moment-là. L'Union des écrivains, on était, on devait avoir une centaine de membres. Ils sont rendus quelques milliers. En 81, vous publiez Les Têtes à Papineau, mais vous êtes aussi membre du jury du Festival international du film de Moscou. D'abord, c'est à travers Téléfilm que M. Lamy dirige, qui doit probablement être sollicité par Moscou pour avoir des membres canadiens du jury. Tous les films qui sont là ont des représentants de leur pays. Alors, j'accepte avec plaisir d'aller à Moscou, d'être membre du jury. Et les 2 films qui sont présentés sont un film de Pierre Falardeau, Elvis Gratton, et le film de Claude Fournier, Bonheur d'occasion. Bonheur d'occasion, c'est pour vraiment la peine de l'expliquer. C'est un film que tout le monde comprend et qui se passe d'explication et de présentation. Elvis Gratton, c'est autre chose, parce que les spectateurs russes qui voient ça, et les membres des autres communautés, des autres jurys, le prennent au pied de la lettre. Alors je dois passer 3 jours à expliquer que c'est une comédie, que les Canadiens français ne sont pas comme ça. Et Pierre qui est là, Pierre Falardeau, qui est l'auteur et qui est là avec Poulain, doivent en faire autant. On va tout de suite sauter au Japon parce que Salut Galarno est traduit en japonais. Oui. Et on vous invite à donner des conférences. J'ai fait de très beaux voyages. Celui-là était magnifique parce que, d'abord, le traducteur était un garçon très sympathique, professeur d'université, généreux de son temps. Là où on nous a logés, à quelques 30 minutes du centre de Tokyo, il y avait Uk Chung, qui était un jeune auteur québécois, coréen d'origine, qui logeait dans le petit bungalow à côté, si vous voulez, et que j'avais connu donc à Montréal, et qui s'est offert, puisqu'il parlait le japonais, qui s'est offert pour nous accompagner où nous voulions aller, quand nous voulions. Et grâce à Uk Chung, ça a été un séjour remarquable. Moi, je vous ai devant moi, Jacques Godbout. Vous avez l'air en super forme. Vous avez une mémoire incroyable malgré tout ce que vous dites. Mais en 2009, vous avez une frousse quand même. Quand on atteint un certain âge, on a surtout peur, et on a raison d'avoir peur d'attaques au cerveau qui vont nous laisser plus ou moins paralysés. Et je suis en train de lire le journal, je crois. Assis après avoir mangé, et puis je sens tout à coup une espèce d'attaque de fourmillement dans le visage qui descend, et ça continue, et là ça attaque le bras, et je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'appelle ma femme, je dis, je pense que je vais paralyser. Elle fait le 9-1, je m'en rends même pas compte. Le caillot qui aurait pu bloquer, c'était frité juste avant de toucher le cerveau. Donc c'est devenu autre chose que l'ACV que je craignais. Le temps nous est tous compté, mais quand on arrive à 84, 85 ans, on sait qu'il reste 4-5 ans. Au mieux, on ne se voit pas, après 90 ans, courir la galipote. L'univers n'est pas plus sûr aujourd'hui qu'à l'époque de la guerre froide. Peut-être même moins, je ne sais pas. Un jour ou l'autre, il va pourtant y avoir quelqu'un qui va utiliser les bombes atomiques pour se débarrasser d'un peuple à côté. J'ai hâte de voir j'aimerais ça, être là dans 10 ans, 50 ans. J'aimerais ça beaucoup. Alors c'est ce temps-là qui va me manquer.
Vous dites à un moment donné, dans l'avantage d'être né, je n'ai pas souvent été aux abonnés absents. Alors, Oui. Jacques Godbout, quand vous regardez derrière votre épaule, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je vois derrière moi dans le rétroviseur? Des années et des années de découverte, d'anxiété, mais aussi de production, de réussite, quelques échecs et beaucoup de satisfaction finalement. J'ai été chanceux, c'est pour ça que à la fin du livre, je dis, je fais mon acte de contrition, mon père, je m'accuse d'avoir été heureux et d'avoir fait ce que je voulais. C'est extraordinaire.